sommes presque arrivés au bout de ce débat sur l'extension du port de Dunkerque et je vais d'abord, sans me forcer, procéder à quelques remerciements. Les premiers remerciements vont évidemment aux populations qui ont pris part aux échanges et qui ont fait fi d'un seul coup de deux préjugés. Le premier veut que les citoyens ne s'intéressent plus à la chose publique et le second aurait voulu que la distance supposée des habitants à leur port et d'ici était telle que le sujet ne passionne guère les foules. Mes seconds remerciements iront au noyau dur de la communauté du débat, c'est-à-dire à vous-même, mesdames, messieurs, aux plusieurs centaines de personnes qui ont suivi l'intégralité de la procédure et qui ont participé à la quasi-totalité, ou à beaucoup en tout cas, de ces modalités. Syndicalistes, entrepreneurs du port ou du Dunkerquois, associatifs, responsables des administrations, élus. Ma troisième brassée de remerciements ira aux représentants du GPMD qui ont assumé, pour ne pas dire affronté, avec constance, les 70 initiatives de ce débat. L'exercice, il faut le reconnaître, n'est pas simple. On travaille pendant des années sur un projet et le voilà interpellé en opportunité, alors même que les équilibres qu'ils font émerger restent fragiles. Et voilà que des gens venus d'ailleurs paraissent vouloir en remuer et en interpeller les forces et les faiblesses. Ces remerciements étant passés, j'en formulerai quelques autres tout au long de mes interventions. On va procéder ce soir en 3 temps. Un premier temps, une présentation du déroulement du débat, suivi de quelques observations de ma part et d'un échange avec la salle. Deuxième temps, une présentation par les membres de la commission des constats effectués sur 7 questions clés, suivi encore d'un échange avec la salle. Enfin, une présentation des positionnements des uns et des autres enregistrés pendant le débat, des résultats bruts du questionnaire, suivi d'une tentative de synthèse que je ferai au nom de la commission, et là encore d'un échange avec la salle. Et cet échange portera aussi sur les suites que vous entendez et que nous pourrons donner à ce débat. Donc, sans plus tarder, on a réalisé un petit montage qui présente un peu le débat. On peut peut-être le passer. Je passerai ensuite la parole à Christophe Léquin, secrétaire général du débat, que je tiens également à remercier, ainsi que toute l'équipe du secrétaire général, pour son extraordinaire présence pendant ces quelques mois passés à Dunkerque. Petit film donc, s'il vous plaît. Nous sommes ni pour ni contre le projet. Mais alors, en revanche, on est pour le débat. Et nous sommes totalement indépendants.
Quelques éléments donc concrets sur le déroulement de ce débat, à la suite duquel nous aurons un échange pour entendre vos remarques, suggestions, critiques, observations sur la façon dont les choses se sont passées. Merci. Bonsoir. Quelques éléments factuels. Donc d'abord, nous avons mené 25 sessions de débat mobile, au cours desquelles, partout sur le territoire, nous avons pu nouer 2500 conversations. Ah, il passe pas. Est-ce que ça passe cette fois-ci? C'est par là. C'est moi ou c'est vous, en fait? C'est vous? Merci. Donc 2500 conversations avec les habitants du Dunkerquois à travers ces sessions de débat mobile auxquelles vous avez pu assister et même participer. Un certain nombre de rencontres publiques au cours desquelles ont pris part 2200 participants. Les dernières, c'était évidemment l'atelier circulation routière au mois de décembre. Avant cela, il y avait eu le séminaire emploi, mais également, bien sûr, on avait commencé ici même au mois de septembre. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, avec l'atelier préparatoire qui nous avait servi à identifier l'ensemble des enjeux à discuter durant ce débat. Après cet atelier préparatoire, il y a eu, je vais y arriver, 4 grandes réunions publiques à travers le territoire, donc depuis l'Est vers l'Ouest, d'abord à Dunkerque, puis à Grande-Synthe, enfin à Laune-Plage et tout dernièrement à Gravelines. Après cela, il y a eu évidemment 9 focus group, parmi lesquels les acteurs de l'Interland à Lille, les industriels du port, les syndicats de salariés, les associations de protection de l'environnement en partenariat avec la Maison de l'Environnement, les entreprises du Dunkerquois, les acteurs du numérique, les agriculteurs du Dunkerquois tout récemment, et enfin les associations et les usagers du littoral. Tous ces focus group étaient bien sûr organisés, ou plutôt co-organisés, avec des acteurs du Dunkerquois, et c'est ça qui était absolument important aux yeux de la commission. Nous avons également, les membres de la commission ont auditionné une vingtaine d'experts qui sont venus chacun à leur tour éclairer les grands enjeux du débat, qui avait été là aussi identifié à travers la phase préparatoire et puis l'atelier préparatoire ici même. Enfin, d'autres initiatives pour compléter ce dispositif, avec notamment un débat qui a eu lieu à l'université, à l'ULCO, avec la présence non seulement de Monsieur Raison, mais de 150 étudiants ce jour-là, pour un débat de qualité. D'autres expériences, d'autres initiatives auprès des jeunes, et des jeunes dans toute leur diversité. Hier encore, nous étions à la mission locale de Gravelines, à Bourbourg exactement, mais c'est la mission locale de Gravelines. Nous avons mené une initiative avec les jeunes de Unicité le 7 novembre. Voilà pour les principales initiatives. Quelques chiffres en vrac pour résumer un peu le propos. 6050 personnes différentes, ce sont bien des visiteurs uniques, se sont rendus et ont visité le site internet pour se renseigner et participer. Nous avons recueilli 194 avis qui sont disponibles à cette heure sur la plateforme participative. 98 questions sont posées actuellement sur le site et autant de questions ont été posées par les participants au cours des différentes réunions publiques. 228 abonnés Facebook, 196 Twitter, 39 cahiers d'acteurs et 4 contributions, une 5e encore ce matin je crois. 1132 questionnaires ont été renseignés à la date du 12 décembre exactement. Enfin, puisque c'est aussi la fonction de la commission, nous avons distribué aux habitants et aux acteurs 3000 dossiers du maître d'ouvrage, 4600 exactement, Monsieur le Président, synthèse du dossier, sans compter évidemment nos affiches, les flyers, le journal du débat, etc., les articles de presse, bien sûr, dont nous rendrons compte je dirais, dans leur entièreté au moment de la publication du rapport. Merci Christophe. Tu peux récupérer ton PowerPoint. Merci beaucoup. Si on avait glissé, j'ai de la même difficulté que toi. Donc, quelques observations de ma part et ensuite la parole à la salle. Je crois d'abord qu'un premier constat est que le projet CAP 2020 est désormais assez connu, mieux en tout cas qu'au tout début de l'automne. De nombreux articles de presse, évidemment, y ont contribué, mais à coup sûr, le fait que nous soyons allés en quelque sorte au contact en a amélioré encore la notoriété.
Alors dire qu'il est connu ne signifie pas qu'il le soit dans le détail, hein, mais les chiffres clés, le coût, les emplois, la multiplication des conteneurs, les kilomètres de quais supplémentaires sont désormais, je pense, plus familiers à nos concitoyens. D'abord, je voudrais me féliciter de la tenue des échanges qui a fait honneur à la démocratie. Chacun a développé pacifiquement ses arguments. Personne n'a monopolisé la parole ou tenté de fausser le débat. Par exemple, c'est un grand classique en bourrant les salles ou en tentant de noyer le questionnaire ou le site dans un flot de contributions identiques ou manipulatrices. Ce débat a été de bonne tenue et on peut le considérer comme loyal. Même si certaines catégories d'habitants se sont peu exprimées ou trop peu exprimées, même si d'autres l'ont fait plus que leur place dans la sociologie locale, on peut estimer, au regard des chiffres indiqués, qu'il fut assez représentatif. Au-delà de quelques erreurs de forme commises par la Commission, et que je vous laisserai pointer, j'ai à cette heure 3 regrets cependant, de nature et sur des échelles différentes. Premier regret, avoir sollicité insuffisamment les grands opérateurs économiques mondialisés, que sont les armateurs ou les chargeurs, quant aux conditions à réunir pour permettre à leurs yeux que Dunkerque devienne un port pouvant jouer dans la cour des très grands. Deuxième regret, sur un tout autre registre, n'avoir pas été plus en profondeur dans l'arrière-pays, une échelle finalement assez concernée par les problèmes soulevés dans les échanges. Et troisième regret, cette fois-ci qui concerne plus la forme du débat lui-même, n'avoir pas pu ou su installer, lors de ces 3 mois, des moments de rencontre permettant à des participants qui avaient des divergences ou qui avaient des contradictions entre eux de construire ensemble des plages de compromis et de propositions partagées. Le séminaire emploi-formation que nous avons organisé et la réunion sur les embarras routiers ont ressemblé à ces sortes de forums et nous avons pu en voir, je crois, tout l'intérêt. Donc la parole va être à vous pour quelques minutes sur les conditions de déroulement du débat en vue de notre rapport qui sera rendu donc au maximum le 22 février. Nous sommes preneurs de vos observations sur les conditions de déroulement du débat, sur le respect ou non par nous des engagements pris, et notamment des engagements pris à l'occasion de l'atelier préparatoire qui s'est tenu dans cette même salle, sur le respect aussi, bien sûr, des valeurs qui sont au fondement du débat public concernant la neutralité, concernant l'indépendance, concernant la transparence ou concernant l'égalité de traitement des partis. Donc, si vous avez des observations à faire sur la façon dont nous avons finalement conduit cette affaire, à la fois, je dirais, sur le fond, la forme, des observations critiques, des suggestions, des regrets à manifester vous-même, vous êtes maintenant les bienvenus. La parole est à vous. Évidemment, nous consignerons l'ensemble de ces observations, de ces remarques et de ces critiques, car ils font partie de l'évaluation du débat tel que nous avons pu le mener. Je vous en prie, Monsieur le Président, Monsieur également, bien sûr. Ah, pardon, excusez-moi. Bien, merci, bonsoir à tous. Nous, en tant que représentants des professionnels portuaires, on est très contents d'arriver au terme de ce débat, parce que c'est un débat qu'on attend quand même depuis 2008, avec la réforme portuaire qui avait été initiée à cette époque-là. Et ce projet-là, il a été mûri et en coordination avec tout le monde. On est content de voir ce que vous venez de dire, la participation qu'on a pu constater dans les salles, dans les réunions publiques et sur les différents focus group auxquels moi j'ai pas pu participer. On est dans l'attente, bien sûr, du résultat sur le questionnaire qui sera, comme vous dites, il y a 1136 participations au 12 décembre, ce qui est quand même relativement satisfaisant à mon sens. Alors, je voudrais quand même faire des remarques, puisqu'on parle de la forme, sur les réunions du débat. J'avais eu l'occasion de vous en faire lors du focus group à l'Union maritime et commerciale, notamment sur l'organisation, la modalité dont s'était passée la réunion d'ouverture, où il y avait eu des interventions alors que il n'y avait pas eu de présentation de la part du maître d'ouvrage du projet. Les difficultés qu'on a rencontrées avec plusieurs adhérents qui sont réunis au sein de l'Union maritime à publier les cahiers d'acteurs. Et puis je voudrais pointer surtout le fait que dans votre débat, s'appuie quand même sur les paroles d'experts que vous avez évoquées
Et sur ces paroles d'experts, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui manque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction. Moi, j'aurais été enchanté d'avoir une discussion avec mon alter ego du Havre, Michel Seguin, que vous avez interrogé sur comment comment la concurrence qui pourrait exister entre Le Havre et Dunkerque, et qui, à mon sens, puisqu'on s'en est entretenu depuis, n'existe pas. Et au contraire, les deux ports ont vocation à travailler ensemble. Mais également sur l'intervention de Monsieur Guerrero, qui n'a pas intégré tous les éléments dans son étude. C'est une restitution. Il dit lui-même que c'était une étude qui datait de 2005. Il y a des points qui semblent donner... qui apporte du moulin à quelque chose, enfin qu'on pourrait démonter relativement facilement. C'est-à-dire, je m'explique, Monsieur Guerrero, c'est un professeur de l'université, je ne remets pas en cause ses qualifications, mais il y a un point qui était essentiel, qui à mon sens est la taille des bateaux qui a cru dans cette dernière décennie. On est passé de bateaux de 300 mètres à des bateaux de 400 mètres, et actuellement... En Europe du Nord, il y aura 3 ports qui seront capables d'accueillir ces bateaux. Ça sera Rotterdam, Dunkerque et Felixstowe. Voilà. Les autres, pour l'instant, n'ont pas les tirants d'eau pour accueillir ces dernières générations, y compris même Le Havre. Donc voilà, il n'y a pas d'opposition de place portuaire pour moi. Et enfin, sur le fond, je pense que ce qu'on constate quand même sur les réunions publiques auxquelles j'ai pu participer, il n'y a pas eu tant que ça d'opposition sur le fond du projet, c'est-à-dire que sur le projet, si on ne parle que de l'infrastructure. Alors après, bien sûr, il y a les problèmes annexes, c'est-à-dire les routes, l'environnement, ce qui est tout à fait légitime, les interrogations peuvent avoir la population sur ce sujet-là. Mais sur le projet infrastructure, pour moi, il n'y a pas eu vraiment d'opposition. Et ça, c'est le résultat, si vous voulez, des concertations et de la chance qu'on a d'être sur un territoire où tous les acteurs travaillent dans le même sens. Et les acteurs économiques, les associations, et on essaye de travailler ensemble, de trouver des solutions ensemble. Ça existe déjà, et enfin, tous les organismes existent déjà. Il y a multitude d'organismes, je ne vais pas vous les énumérer. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est une construction collective, et ce projet-là, nous, on l'attend avec impatience. Maintenant, on attendra votre rapport et bien sûr la décision du maître d'ouvrage, à qui ça revient. Voilà. Merci, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Qui d'autre voudra prendre la parole? Oui. Bien. Pour une fois, n'est pas coutume, la question sera posée au CNDP. Le sujet que je vais aborder rejoint... Vous pouvez vous présenter, monsieur. Moi, on se connaît, nous, mais... Voilà. Donc, Éric Dujardin, président de l'association des consignataires et agents maritimes de Dunkerque. Voilà. On a discuté entre professionnels et on a constaté, peut-être avec erreur, une différence de traitement concernant les cahiers d'acteurs. Nous avons respecté scrupuleusement les directives du CNDP concernant le dépôt des dossiers, notamment pour qu'ils soient présents lors de la manifestation de Gravelines, donc le dépôt le 11. Bon, ils n'ont pas pu être présents parce qu'il semble-t-il il a neigé sur Béthune. Donc on pensait voir ces cahiers d'acteurs aujourd'hui. Et force est de constater que bien qu'on ait respecté les délais de dépôt des dossiers, bon, ces cahiers d'acteurs sont effectivement présents sur Internet, mais ne sont toujours pas présents et à disposition du public. Donc c'est un petit peu dommage parce que quelque part ça laisse une petite goutte d'amertume et ça pourrait porter préjudice quant à la notion, enfin, quant à cette sensation d'impartialité ou d'objectivité ou d'éventuellement d'un parti pris que pour avoir le CNDP pour tel ou tel cahier d'acteurs. Donc, bon, on voulait savoir si effectivement vous avez eu des impondérables techniques qui étaient vraiment insurmontables ou si parce que ces cahiers d'acteurs-là n'étaient pas en conformité, je dirais, avec le développement de la pensée du CNDP. D'accord. Je sais pas si je dois répondre sur ce cahier d'acteurs en particulier, mais bon, il y en a plusieurs. Bon, écoutez, moi je vais regarder, puis je mentionnerai votre intervention. Enfin, je ne pense pas obligatoirement qu'il y ait eu la volonté d'en ralentir certains ou d'en mettre d'autres sur le dessus de la pile, mais votre remarque est notée ou figurera au... Voilà, chez les transporteurs également. Oui, alors, puisque je me suis plus penchée, je ne sais pas qui a parlé en fait, donc je ne pas... Voilà, pardon. Plus penchée sur la question des cahiers d'acteurs, c'est vrai que d'abord ils sont arrivés relativement tardivement et
le traitement était un peu tassé sur quelques jours. Moi, j'ai fait aucune différence, en tout cas, entre un acteur ou un autre. Donc, sur celui dont vous avez parlé, il y avait des questions pratiques, des études qui étaient mentionnées dont on ne connaissait pas l'origine. On a la même exigence de qualité sur tous les cahiers d'acteurs. Et c'est vrai que demander que ces cahiers d'acteurs soient revus, que ces cahiers... Celui-ci ou alors je fais une erreur, mais en tout cas, c'est vrai que... et je veux bien le prendre, mais en tout cas, je peux vous dire que moi, je les ai tous traités absolument de la même manière. Hein. Et il y a simplement, il faut tenir compte des délais de traitement, de parution, de diffusion. Donc, il n'y a eu aucune différence entre les uns et les autres. D'accord. Mais écoutez, monsieur, on va regarder d'un peu près. Et de toute façon, il n'y a pas de souci. Si on a manqué à notre devoir d'objectivité, on mentionnera votre remarque si on a manqué, mais je ne crois pas. Mais bon, on pourra regarder d'un peu près. Si je vous donne la liste des cahiers d'acteurs qui sont arrivés parmi les premiers, je crois que vous auriez le sentiment que les choses se sont passées un peu différemment. Mais bon, on va regarder. Je vous en prie, monsieur, sur la totalité, pas seulement sur les cahiers d'acteurs, mais enfin, puisque vous avez fait, vous, un cahier d'acteurs et une contribution, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Patrick Girardin, MEDEF Côte d'Opale. Alors, bien entendu, le projet CAP 2020, présenté par le Grand Port Maritime de Dunkerque, est essentiellement orienté vers la captation d'un hinterland marchand. Et cette orientation aurait pu apparaître en opposition avec le développement, la continuation du développement de la plateforme industrielle du port de Dunkerque. Or, et c'est l'une des vertus du débat que vous et votre équipe vous avez animé, tout au long du débat, nous avons le sentiment qu'a émergé la complémentarité entre le projet CAP 2020 et le développement industriel. Et ça, à nos yeux, c'est véritablement très important et c'est à mettre à l'actif de l'équipe du Grand Port Maritime de Dunkerque. En effet, il est apparu que les flux qui vont être générés avec l'Hinterland permettront en outre de traiter correctement le transbordement vers des navires relais, que l'augmentation globale de l'activité permettra d'améliorer la compétitivité du grand port maritime. Il y aura un impact commercial positif, il y aura des recettes supplémentaires. Je vous demande de ne pas intervenir sur le fond. Hein. On va aborder les questions que vous dites, monsieur, mais allez-y. Hein, d'accord. On est vraiment sûr, est-ce que le débat était impartial, loyal, ou au contraire partial et orienté, voilà. Etc. Hein. Bon. D'accord. Alors, le débat, pour ce qui nous concerne, nous a permis en quelque sorte de bien mettre en exergue les complémentarités entre le projet du Grand Port et puis le développement industriel. Il est apparu tout à fait clairement que la distribution en quelque sorte de l'espace portuaire pouvait être partagée entre les grandes zones logistiques qui sont en prévision et puis également les zones qui sont dédiées au développement de l'industrie. Et ça, nous nous en réjouissons parce que c'est le débat qui a permis en quelque sorte de mettre encore une fois en avant cette complémentarité. Merci monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur... Oui, je vous en prie, monsieur. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Franck Gons, secrétaire des ouvriers d'Aucaire. Deux mots, on va essayer de ne pas rentrer dans le fond, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Toujours est-il que même constat, c'est que très heureux qu'au bout de 10 ans, parce qu'on arrive au bout de 10 ans quand même, hein, par rapport à la réforme de 2008, d'avoir enfin une véritable réflexion qui va être porté au plus haut de ce gouvernement. Et ce que nous pensons, c'est que on a tendance à dire c'est un peu trop long. Ça a été un peu notre sentiment, et c'est vrai que c'est long, c'est réunion, c'est lourd. Mais en tout cas, je pense que ça a eu le mérite de remettre au cœur des Dunkerquois, dans la tête des Dunkerquois, l'enjeu portuaire. C'est vrai qu'ici, ça a été dit à plusieurs reprises, et nous, on le dit même nous dans nos familles, c'est qu'on a plein de travailleurs portuaires autour du portuaire et peut-être reliés indirectement au portuaire, mais ils ne connaissent pas le port. Certains Dunkerquois ne connaissent pas le port dans sa profondeur et en bord à quai. On va parler de bord à quai, parce que là, on parle de creuser des bassins et d'avoir du bord à quai. Et donc, au moins, ça a eu le mérite que les Dunkerquois, avec toutes vos manifestations diverses et variées, à remettre dans la tête des Dunkerquois qu'il y a un port. Et j'ai pas envie de faire la conclusion
mais ça a été un petit peu dit par le collègue Jean-Charles Le Gall, c'est qu'on est un territoire de dialogue social. Je peux me permettre de dire ça parce que nous, depuis 25 ans, on se bat pour un dialogue social constructif, et je pense que là, on a dépassé le syndicat et les patrons. On a bien sûr tous ces Dunkerquois qui ont développé, qui ont dialogué et qui se sont appropriés ce projet portuaire, ce CAP 2020. Et ça a le mérite. C'est vrai je répète, on a dit que c'était long, mais ça a le mérite que les Dunkerquois comprennent aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont compris, même si c'était à la volée dans une galerie marchande de Auchan, par exemple. Mais en tout cas, ils ont compris l'intérêt de développer le port, donc les emplois du territoire, l'emploi, la formation et aussi l'économie d'un territoire. Une petite remarque aussi, même sentiment que certains ici qui sont déjà intervenus, léger retard dans un de mes cahiers d'acteurs. Moi je rappelle, j'en ai fait un pour la chasse des ouvriers dockers, j'en ai fait un pour les motards, association ADASM, et un pour le syndicat des dockers. À un moment donné, c'est le premier qu'on a mis, c'est la chasse, donc je sais pas, c'est peut-être le sujet qui a été compliqué. Mais franchement, quand je vois, je suis pas là pour critiquer. Il y a plus de 35 cahiers d'acteurs, si je ne me trompe pas. Plus de 35 cahiers d'acteurs. Quand j'ai lu certains cahiers d'acteurs et celui qu'on avait donné, franchement, on a eu un sentiment, et je m'en suis expliqué à la fin de la réunion avec Madame Simon, de la réunion de Gravelines. Pour moi, j'ai ressenti un coup de ralentissement pour mettre en avant, parce que nous, très clairement, on avait calculé d'arriver aux alentours de la réunion de Lone Plage et de Gravelines pour sortir nos 3 cahiers d'acteurs. Et on a eu un coup de ralentissement et on a eu un sentiment de freinage parce qu'on a dû revenir à plusieurs reprises auprès de vos services pour établir ce cahier d'acteurs. Donc c'est la remarque. Aujourd'hui, c'est sorti, mais comptez sur nous, le syndicat des dockers a plusieurs outils et il n'y a pas que le cahier d'acteurs. Mais aujourd'hui, vous savez qu'avec Facebook et compagnie, on aura tranquillement le loisir de dépasser votre conclusion, puisque la bagarre ne sera pas terminée, parce qu'on connaît ça, on vous a dit, ça a mis 10 ans pour y arriver, et on n'est pas né de la dernière averse, et on ne croit plus au Père Noël aussi. Je pense qu'il y a encore énormément de travail pour arriver au premier coup de pioche de la phase numéro 1 que nous avons choisie sur ce territoire, qu'est le bassin de la Baltique et les 1000 mètres. Atlantique. Ouais, mais je suis tellement motivé, moi. Ils écoutent attentivement, monsieur Gons. Bien, écoutez, je vous propose... Oui, je vous en prie, madame. Oh, c'est une petite erreur, ça finit en hic. Je vous en prie. Myriam Santune, représentante syndicale et Europe Écologie Les Verts. Moi aussi, je tiens à vous remercier par rapport aux nombreux débats, notamment dans des lieux assez inattendus des galeries commerciales et autres. Ça permet une mobilisation. Juste une petite remarque, mais ça a été reconnu par les organisateurs. Au niveau de la plateforme informatique, il y a eu un démarrage un peu lent. Des contraintes techniques qui sont apparues. Et juste un regret que les premières questions, en fait, le maître d'ouvrage n'y répondait pas. Alors qu'il y avait un délai qui avait été annoncé. Il y a eu un délai un peu plus long, alors que le maître d'ouvrage, je le reconnais, a répondu aux questions dans le cadre des débats publics. Donc voilà, c'est peut-être une donnée technique que je ne mets pas non plus, je culpabilise pas le maître d'ouvrage pour ça. Peut être une donnée technique. Voilà, je voulais le signaler quand même pour les prochains débats. Monsieur Raison, vous vouliez intervenir, je vous en prie. On fait rapidement parce qu'on oui, juste pour répondre à madame, les questions, le maître d'ouvrage c'est vraiment astreint à y répondre dans les délais qui nous avaient été fixés par la commission. Il y a eu effectivement des problèmes techniques pour les transmettre, mais vous pouvez être sûr que dès lors que les questions ont été déposées, les réponses ont été données dans les temps. Donc après, il y a des questions de délai et qui ont été des impondérables de notre côté. Monsieur, je vous en prie. Donc on essaie de faire très court, sinon on va... Bonjour, donc professionnel du porteur. Oui. Comme j'ai pu poser la question sur le site, au niveau de la réunion des experts,
Vous avez convoqué un expert qui est une parole plutôt partie, hein, France Nature Environnement. Je voudrais juste signaler que ce n'était pas un expert, que leur parole est juste, sans aucun doute. Elle a nécessité d'être dite, mais pas en tant qu'expert. Voilà. Cette critique est in fine recevable. C'est-à-dire qu'en gros, France Nature Environnement est une des parties prenantes du débat. Ils interviennent d'ailleurs pas exactement sur le port lui-même, mais sur un sujet un peu latéral. Mais je pense qu'elle est recevable, cette critique. Enfin, donc, je vous ai d'ailleurs donné acte l'autre jour de la pertinence de cette remarque. Oui, monsieur, je vous en prie. Merci. Yannick Laderval, Fédération CGT de l'intérim. Alors justement, CGT de l'intérim, c'est important parce que justement, ma remarque venait du fait de la loyauté et de l'impartialité des débats. Je m'adresse au monsieur du syndicat du port. Ça fait plusieurs débats auxquels j'assiste et je ne l'accuse de rien. Il n'y a pas de malice dans mes propos, mais pour des raisons de loyauté et d'identification de tout un chacun, ça fait plusieurs débats qui se présentent en tant que syndicat du port. Et syndicat, il n'y en a pas qu'un seul. C'est facile de dire syndicat des dockers, mais s'il vous plaît, je vous serais reconnaissant de nommer votre syndicat la prochaine fois que vous prendrez la parole, donc pour justement une question de loyauté et d'impartialité dans les débats et d'identification de qui parle. Merci. Parfait, donc vous voyez que ça ne concerne pas que le maître d'ouvrage, des débats traversent aussi la société civile. Je dois dire que j'étais assez heureux à titre personnel, compte tenu de la situation syndicale locale, de réunir l'ensemble des organisations syndicales à l'occasion du focus groupe syndical, ce qui montre bien que les syndicats sont capables, quand il s'agit de l'intérêt général, de mettre des querelles qui évidemment sont anciennes, non pas dans leur poche, bon, mais quand même, voilà. Donc on va faire un très beau focus groupe syndical. Bien, qui veut intervenir encore? Alors on va passer à l'étape suivante, qui consiste à entendre le rapport de nos collègues, il y a des collègues de la commission, sur un certain nombre de points qui ont d'ailleurs fait l'objet déjà d'un bout de compte-rendu dans ce qu'ils appellent le journal du débat, hein, des questions évidemment qui sont importantes. Ensuite, nous entendrons, donc il y aura un petit échange, cette fois-ci davantage sur le fond. Ensuite, les résultats que vous attendez tous du positionnement des acteurs, hein, les uns les autres, et puis les résultats du questionnaire. Voilà. Et ensuite, je dirai quelques éléments qui iront au-delà de ces comptes rendus thématiques, hein, pour donner mon sentiment sur ce que nous avons perçu de la relation de la population à ce projet dans sa globalité et l'ensemble des interrogations qui lui sont liées. Alors, je passe la parole dans l'ordre au premier de mes collègues qui veut intervenir, c'est-à-dire à Philippe Marland. Bien. Alors, comme chacun le sait désormais ici, évidemment, le Grand Port de Dunkerque, avec son projet CAP 2020, a pour objectif principal de se donner les moyens de capter une partie significative du trafic de conteneurs dont tout indique, d'après les études que le port sur lesquelles il a pu s'appuyer, qu'il va s'accroître durablement et de façon importante dans les années qui viennent, puisque le port table sur un doublement du trafic des porte-conteneurs d'ici 2035. D'où l'intérêt pour le port d'équilibrer ses activités et de développer la filière conteneur qui jusqu'à présent n'occupe qu'une place relativement modeste dans ses activités. Il faut le dire tout de suite, ce choix stratégique, car c'en est un s'il en est bien sûr, recueille dans le débat, on a pu le constater à peu près dans toutes les enceintes, quelle que soit la forme du débat, une très large approbation. Et le résultat du questionnaire, ce que je ne veux pas déflorer à cet instant, le confirmeront tout à l'heure. En réalité, dans le débat, se sont fait jour certaines oppositions, car large approbation, ce n'est pas unanimité, et quelques scepticismes, questions ou interrogations. Les oppositions, elles se concentrent du côté de l'opinion qui s'est exprimée sur ceux qui voient dans le développement du trafic des conteneurs un des aspects d'une mondialisation qu'ils rejettent. Et ils considèrent donc qu'un projet qui va dans le sens
de cette mondialisation dont ils ne veulent pas, parce qu'ils pensent que c'est porteur d'une société qui n'est pas celle qu'ils souhaitent, n'est donc pas souhaitable. Donc les oppositions sont très... et plusieurs se sont exprimées, on les retrouve dans certains cahiers d'acteurs, sont très clairement de ce côté-là. L'approbation, on la trouve, je l'ai dit, très largement. Bien entendu, c'était assez prévisible du côté des acteurs économiques, très largement, mais pas uniquement, également dans le public, très largement. Vous avez ici une, parmi bien d'autres, citation de citoyens, je dirais, tout à fait ordinaires, qui réagissent de la même façon. Donc, peu d'opposition, mais très, très ciblée. Des interrogations néanmoins. Des interrogations sur, au fond, est-ce que les chiffres de croissance sur lesquels vous appuyez sont vraiment crédibles? Bon, il y a, de la part de certains, exprimé aussi dans certains cahiers d'acteurs ou à d'autres occasions, des interrogations. Certains experts également mettent en garde contre le fait que rien n'est véritablement acquis. Bon, mais je dirais qu'à cela, le port de Dunkerque répond par avance, ou en tout cas met en avant le fait que son projet est phasé et que le phasage est précisément là pour pouvoir adapter, je dirais, s'adapter au rythme de la croissance réelle du trafic de containers. Le second point sur lequel le débat a également fait apparaître des interrogations, c'est sur le choix, ça a été à l'instant évoqué, le choix qui est fait de mettre le paquet, de réserver les investissements dans ce projet pour l'accueil des plus gros porte-containers et non pas pour développer une activité de feedering. Alors, il y a un des experts consultés, vous y avez fait allusion tout à l'heure, qui met en garde contre le choix. Il ne dit pas que le choix est irrecevable, hein, mais il met en garde en appelant l'attention sur le fait que toute la tendance du marché actuel montre que les portes d'entrée continentales se renforcent de plus en plus. Et selon lui, je le cite, selon lui, la tendance inéluctable est à une hiérarchisation des ports et que ceux qui ne sont pas des portes d'entrée continentales, on voit bien lesquels, hein, Rotterdam, Anvers, Hambourg, sont voués à avoir la vocation de faire du feedering, d'avoir des feeders, et il considère d'ailleurs que ça serait une ambition. Alors, ce point mérite certainement d'être débattu. Hein, je prétends pas qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon, je n'y connais rien pour dire les choses telles qu'elles sont, mais venant de quelqu'un qui a une certaine légitimité à s'exprimer sur le sujet, la question mérite au moins qu'on y réponde, et je pense que le port aura l'occasion de le faire dans une phase ultérieure. Troisième point que je développerai rapidement, dans le projet stratégique que Cap 2020 illustre, il y a évidemment la reconquête de l'Hinterland de Dunkerque. Là aussi, il n'y a pratiquement que des soutiens à cet objectif. Tout le monde en convient. Là où il y a place au débat, et c'est apparu à plusieurs reprises, et c'est sur la question de savoir au fond de quel Hinterland il s'agit, et surtout, est-ce que cet Hinterland, le port de Dunkerque, a les moyens de le reconquérir, et est-ce qu'il est complémentaire, le port j'entends, ou concurrent avec les autres ports? Là aussi, il y a été fait allusion, le Havre évidemment est présent dans les têtes, mais pas uniquement. Et là aussi, on a eu des points de vue divergents entre ceux qui pensent que la complémentarité est naturelle, voire doit être recherchée, et ceux qui pensent, certains acteurs, certains experts nous l'ont dit aussi, que malheureusement, ou pas, j'en sais rien, en tout cas que la concurrence est inéluctable sur certains marchés, le Nord-Est étant en particulier cité comme étant un objectif pour le port de Dunkerque, mais également pour Marseille, pour le Havre, qui chacun vise des parts de marché supplémentaires, donc concurrence, pas seulement avec l'étranger, avec les ports du Nord et du Benelux, mais également entre ports français, et là, il y a évidemment débat. Enfin, sur l'Hinterland, des questions ont été à plusieurs reprises évoquées sur la capacité
a joué l'atout, un des atouts majeurs qu'a le port de Dunkerque avec ses capacités de report multimodal dans la profondeur et donc la capacité à gérer à l'échelle d'un territoire très large et qui dépasse, et de très loin bien entendu, le seul port du Dunkerque et même le seul Dunkerquois, la capacité à mener un projet qui est un véritable projet de territoire et qui suppose que tous les acteurs sur un territoire large, au minimum celui des Hauts-de-France, dont chacun a une part des problèmes à résoudre à sa charge, soient capables de travailler ensemble. Voilà pour l'essentiel des constats sur ce point. Merci Philippe. Est-ce que mon collègue peut prendre le relais? Vous avez compris que tous ces points-là font l'objet d'un développement, de citations dans le rapport, mais évidemment, on a peu de temps pour évoquer ces points qui sont stratégiques. Néanmoins. Alors, je vais vous parler de modèle de développement. La dimension stratégique du projet, son enjeu de développement a été souligné dès le début par le Grand Port et ça a été très clairement ressenti par tout le monde, en fait. Et c'est pas étonnant, du coup, que la question de la vision stratégique ait traversé ce débat. Alors, oui, voilà. Rendons compte tout de suite des arguments de ceux qui précisément remettent en cause ce modèle de développement auquel contribue ou dans lequel s'inscrit le projet et qui donc, contestant le modèle, contestent aussi le projet. Alors pour eux, le pari de l'augmentation du commerce international sur lequel repose Cap 2020 relève d'une vision obsolète du développement avec des objectifs de croissance et de consommation sans limite. Il faudrait entièrement repenser ce modèle de développement. Au fond, pour eux, la question n'est pas de savoir si cet investissement est rentable pour le port, et d'ailleurs, en général, ceci a été peu contesté, mais si d'autres investissements ne seraient pas meilleurs pour la collectivité. Ils questionnent finalement la vocation industrielle-portuaire de Dunkerque et plaident pour une alternative de développement destinée à promouvoir l'économie locale et à investir dans la transition énergétique. C'est ce que l'on voit dans la citation Europe Écologie Les Verts que vous avez sous les yeux. J'allais presque dire à l'inverse, cependant, une majorité d'acteurs et de participants ont intégré l'histoire. Ils savent que le développement du port, le développement de l'industrie et le développement du territoire sont intimement liés. Et c'est bien pour ça qu'au début du débat, dans cette salle même, dès le début, des questions, des inquiétudes se sont exprimées. Finalement, est-ce qu'investir dans le conteneur, ça n'est pas tourner le dos à l'industrie? Alors, en réalité, le port considère que développer l'activité conteneur, c'est au contraire une façon de renforcer l'ensemble des activités. En fait, c'est l'image de la table qu'a souvent utilisé M. Raison. Renforcer le pied conteneur, c'est renforcer l'équilibre et renforcer la table dans son entier. Le port soutient l'idée d'une spirale vertueuse. Plus de conteneurs, c'est plus de volume, c'est plus de recettes, c'est une plus grande visibilité, c'est donc la capacité d'offrir un meilleur service, c'est faire des économies d'échelle, c'est réduire les coûts de passage et ce faisant contribuer à la compétitivité des industriels. Et dans leur grande majorité, les industriels du Dunkerquois et les acteurs économiques valident cette vision d'un scénario vertueux et cette vision de filière vrac et conteneur qui se renforcent mutuellement au lieu de se concurrencer. Alors, il faut noter qu'au-delà de cette adhésion d'ensemble, les industriels, et singulièrement ceux du port, ont notamment, au cours du focus group qui leur était consacré, soulevé plusieurs points de vigilance. Alors, le premier, c'est que le développement de l'activité conteneur nécessite un effort en termes de flexibilité et de modularité. Les petits lots, la rapidité de livraison, ce sont les exigences que les industriels reçoivent de leurs clients. Ils vont demander cette qualité-là de logistique au port. Ensuite, les industriels de la zone portuaire ont des enjeux communs et ils aimeraient effectivement pouvoir les travailler collectivement. La gestion des risques, les aspects de circulation, la gestion des compétences, le développement d'une véritable économie circulaire. Tout ça, c'est à travailler collectivement. Enfin, il y a la question du temps. Faire des progrès en 2030, c'est bien, mais tout de suite, c'est encore mieux. Donc, comment on travaille ensemble le chemin de développement? Bon, finalement, je crois qu'on a entendu les industriels souhaiter participer et être associés collectivement à ce projet de développement. Il y en a un qui disait « Faites-nous rêver ».
je termine cette question de modèle de développement avec la question de l'Atlantique versus le Baltique. Alors, j'essaie de ne pas me planter sur l'éthique. Si je l'aborde ici, c'est que précisément le souci d'une industrie majeure, le pôle sidérurgique, je vois M. Père qui est ici, constitue en effet une des principales motivations des supporters de l'option Baltique. Ce n'est pas la seule, il y en a d'autres, la coupure de territoire, on en parlera tout à l'heure. Mais les tenants de l'option Baltique avancent qu'elle assure davantage la compétitivité de la Syrie. Et dans son cahier d'acteurs, ArcelorMittal confirme que sur le plan strictement technique, l'option Baltique lui est plus favorable que l'option Atlantique. Toutefois, sensible d'abord au surcoût d'investissement pour le port et sensible aux options proposées par le grand port d'un appontement occupé et par les garanties en matière de fiabilité apportées sur l'écluse unique, l'industriel finalement apporte son soutien, il l'a dit dès la première réunion publique et c'est écrit dans son cahier d'acteurs, de façon, souligne-t-il, responsable, il apporte son soutien à l'option atlantique. La plupart des acteurs économiques et des citoyens, d'ailleurs on le verra tout à l'heure, rejoignent le port dans ce choix de l'option atlantique, essentiellement d'ailleurs en se fondant sur l'argument financier, d'un moindre coût d'investissement. Il s'agit d'un choix que la CCI qualifie de pragmatique. Alors d'autres, il faut le noter, ont incité toutefois à mettre en regard le surcoût d'investissement de l'option baltique avec les enjeux dans la durée, dans le long terme, que ce surcoût était censé traiter. Pour finir, le syndicat des dockers, la CNTPA, a pris position alors, très fortement pour le projet et s'est montré favorable à l'option baltique. Mais au cours de la réunion de Gravelines, son secrétaire général a proposé un scénario, et ça a été confirmé dans son cahier d'acteurs, dans le cas où l'option atlantique serait retenue, qui serait de limiter cette option à sa première phase et de faire ensuite l'option baltique. Au fil du débat, le maître d'ouvrage, quant à lui, a toujours indiqué que le choix du scénario atlantique n'empêchait en aucun cas la réalisation ultérieure de l'option baltique, si bien évidemment les conditions, et en particulier le développement commercial, l'autorisaient. Nous allons poursuivre cet examen un peu systématique des questions qui ont été mises en débat. La parole est à Jim Shears. Logistique, qualité de service et innovation. Alors j'invite mes collègues à s'en tenir, ce qui est le cas, globalement, aux 5 minutes qui leur sont comptées, de façon à ce que je puisse également dire un mot. Il me revient ce soir d'évoquer avec vous la question de la logistique et des services rendus. Cette question peut être traitée de plusieurs façons et à partir d'angles très différents. Néanmoins, l'aspect qui a été le plus souvent évoqué pendant le débat est celui des évolutions technologiques et sociales qui sont actuellement en cours. C'est donc à partir de cet angle que je vais aborder la question. Dans un environnement mondial fortement concurrentiel, il est certain que la prise en compte des innovations constitue plus qu'auparavant une source d'opportunités et de compétitivité et de différenciation essentielle. Autour de cette problématique, il y a des questions qui sont revenues de manière systématique pendant le débat. Comment se porter au niveau des concurrents de la rangée nord sur ces domaines? Pour un expert auditionné, il faut travailler sur des technologies que les autres n'ont pas et continuer à s'appuyer sur les savoir-faire locaux. La toile industrielle en est un exemple. Comment parvenir à associer la rapidité et la fiabilité du service tout en maîtrisant les coûts? Comment améliorer la transmission des informations? Autrement dit, comment optimiser le traitement des marchandises de bout en bout en intégrant les évolutions de la chaîne logistique mondiale et des nouvelles technologies? Nombreux sont les participants, particulièrement au cours des focus group dédiés aux acteurs du numérique, dédiés aux industriels du port, à avoir évoqué ces évolutions technologiques et sociales. L'exploitation des données, l'automatisation, la mise en réseau des objets, les petits conteneurs, les systèmes de transport intelligents, pour n'en citer que certaines. Comment faire de la course technologique une opportunité pour Dunkerque? Voilà ce qui a été répété par des participants et plus particulièrement par ceux qui y sont favorables. Je vais revenir plus spécifiquement sur 3 points discutés au cours du débat. Premier point, le port a d'abord été questionné sur sa stratégie actuelle et ses évolutions compte tenu du projet CAP 2020 s'il se poursuit. Comment travaille-t-il sur ces sujets? Est-il prévu d'aller plus loin sur les modalités de déchargement en termes de technologie, par exemple?
En réponse à la première question, le port a répété qu'il suivait attentivement ces sujets, car ces technologies sont associées autant de promesses liées à l'amélioration de la qualité de service ou par exemple à la réduction de la congestion et de l'impact carbone. Aussi, le port a présenté les actions qu'il conduit dans le cadre de ses missions régaliennes. L'uniformisation sur la région du Cargo Community System, un système d'informatisation sur le transport des marchandises, l'entretien d'une connaissance accrue des besoins des clients, notamment au travers de l'association Norlink Port, le dialogue avec les administrations pour accélérer le développement des technologies. Et à ce titre, le Premier ministre, lors de son discours du 27 novembre 2007, a appelé au développement de la fluidité numérique et de la digitalisation de la logistique maritime, ce qui pose la question d'une dynamique nationale sur ces sujets. À la seconde question, sur les modalités de déchargement, le port a rappelé que si le projet se poursuit, il reviendra aux futurs opérateurs d'innover et de proposer des services adaptés au smart port. Deuxième point, les participants ont tout autant pointé la mobilisation du territoire et la nécessité d'une réflexion partagée comme une clé de réussite. Lors de la journée préparatoire au débat public, ici même, un participant avait notamment demandé comment mettre en place un réel écosystème innovant pour faire émerger un port connecté. Le smart port, le port intelligent, c'est aussi la capacité à activer une véritable démarche d'animation, pour citer un expert auditionné, et de faire de la maîtrise de certains domaines de spécialisation un facteur de différenciation. Plusieurs questions ont donc porté sur la mise en place d'un tel écosystème. Comment donner les capacités aux PME et aux startups locales d'innover, de monter en compétences, de connaître les besoins du port? Comment mettre en réseau les institutions d'innovation et de recherche, les partenaires de l'Interland et la société civile pour travailler sur ces sujets? Comment cumuler des échelles de coopération dans l'Import, l'échelle nationale, l'échelle européenne? Pour répondre à ces questions, le port a rappelé qu'il met actuellement en place des groupes de travail concentrés sur ces sujets et des opérations de marketing pour faire connaître ses potentialités avec le message « Testez-nous ». L'enjeu est donc bien de faire émerger une puissance collective, une dynamique collective, de produire une maîtrise locale continue sur de nombreux domaines en partant d'un tel projet d'infrastructure s'il se poursuit. Un sujet qui n'est pas uniquement entre les mains du port, mais qui appelle toutes les parties prenantes intéressées à un tel développement. Troisième et dernier point, c'est la question de l'impact de ces évolutions sur l'emploi et les formations qui y sont associées. Les dockers ont souligné lors du débat l'ère du numérique, la numérisation de leur métier, l'informatique embarquée, les évolutions de leur métier. Et à ces propos, des points de vigilance ont aussi été soulignés. Outre les impacts de ces évolutions sur le nombre d'emplois annoncés, dont vous parlera Barbara Serrano, d'autres parmi lesquels le CIVOM et le MEDEF Côte d'Opale ont souligné le développement de la formation et l'appropriation des compétences aux emplois de demain dans l'innovation et sur le territoire comme vecteur de réussite du projet. En réponse, le port a déclaré qu'il était attentif aux évolutions de l'emploi dans les ports étrangers. Il a ajouté que les besoins et les compétences des métiers concernés seront anticipés à travers les formations adoptées. Donc c'est donc bien les questions de l'appropriation du territoire, de ces enjeux, de l'appropriation des compétences à venir par le territoire qu'il s'agit et qu'on a entendu. Et je laisse ma collègue Barbara Serrano introduire dans un spectre plus large la question de l'emploi et de la formation. Bonsoir à tous. Alors, quels ont été les questionnements qui ont émergé concernant l'emploi ? 8 900 emplois en première phase, 16 700 emplois dans une seconde phase. Comment la maîtrise d'ouvrage arrive-t-elle à ce chiffre ? Le public s'est montré interrogatif face aux prévisions de la maîtrise d'ouvrage. Sans toujours remettre en question la bonne foi du grand port maritime de Dunkerque, nombreux sont ceux qui ont demandé au port si ce chiffre n'était pas trop optimiste, et aussi si ce modèle de calcul utilisé prenait en compte des incertitudes considérées majeures dès lors qu'on se risque à un travail prospectif. Quelle sera la croissance du PIB mondial ? Quelle sera celle de la filière conteneur ? Que penser surtout des évolutions technologiques en cours et à venir, comme l'a mentionné à l'instant mon collègue Jim Kers. Le port est mort, tout est automatique. Qu'il fasse le projet, mais il ne créera pas tous les emplois annoncés, a dit Jacques P. Pendant le débat mobile de Grande-Synthe le 15 novembre. C'est la première phrase qui est présentée. C'est une interpellation qui en rejoint plusieurs sur l'impact des évolutions technologiques sur le nombre d'emplois annoncés. À ces interpellations, la maîtrise d'ouvrage a répondu avoir été particulièrement prudente dans ses projections, a eu recours à des comparaisons internationales, a rappelé que le bureau d'études a rencontré une quarantaine d'acteurs portuaires pour vérifier ses projections. Mais au-delà des chiffres, cette annonce de plusieurs milliers d'emplois a suscité des questions d'une autre nature. À quels emplois, à quels métiers ces chiffres correspondent-ils précisément ?
Autant il nous est apparu que le port de Dunkerque répondait opportunément à des questions d'ordre global sur la répartition des emplois par secteur d'activité et dans le territoire, autant le public nous a fait part de demandes de précision beaucoup plus fines. Où ces emplois seront-ils situés? Dans quelles entreprises? Des entreprises du port, des entreprises en dehors du port, des entreprises qui existent, des entreprises futures? Quel sera le niveau de qualification requis? Le public se demande, ces emplois seront-ils pour nous ou pour nos enfants? Aurons-nous ou auront-ils les qualifications nécessaires pour les occuper? Donc on le comprend, au-delà des chiffres et d'une ventilation générale des emplois par secteur professionnel, le public a fait part d'un réel besoin de se projeter. Et les professionnels de l'emploi ont de leur côté pointé cette même nécessité pour pouvoir véritablement se préparer. Cette question est particulièrement cruciale pour les acteurs de la formation professionnelle qui, s'ils ne se jugent pas en retard pour se préparer à un tel enjeu, ne s'estiment pas en avance non plus. Ainsi, plusieurs acteurs ont suggéré un dispositif global de formation dans lequel le grand port maritime de Dunkerque occuperait une place centrale. Des premières idées ont déjà commencé à émerger au cours des réunions. La production d'un catalogue des métiers portuaires et des formations, la commande d'une étude sur l'évolution des métiers dans les années à venir, la réalisation d'une comparaison sur ce qui se passe dans les autres ports. Cette volonté d'anticiper est d'autant plus nécessaire que le projet a également suscité de nombreux questionnements sur le modèle social portuaire et logistique de demain. Quelles seront les conditions de travail de ces femmes et de ces hommes qui occuperont ces emplois? Quelles seront également leurs possibilités de carrière? Là où le grand public s'est surtout montré inquiet de savoir si les emplois promis leur seront destinés, les professionnels de l'emploi, eux, se sont d'abord inquiétés de l'attractivité même de ces emplois. Les emplois de la manutention et de la logistique non portuaire, pour ne prendre que ces exemples, mais des exemples qui ont occupé une grande partie de nos réunions, sont aussi connus pour leur pénibilité et pour le nombre important des accidents de travail qui sont dans ce milieu plus nombreux que dans la moyenne des autres secteurs professionnels. À cette question, l'ensemble des professionnels, l'État, la région, les OPCA, les syndicats, les associations d'insertion ont proposé une réponse. Selon eux, seule une coalition de l'ensemble de leurs forces peut rendre attractifs les métiers créés par ce projet. Et cela de deux manières. D'abord, en travaillant à la qualité des carrières dans ces filières et à la qualité aussi des conditions de travail des salariés dans ces secteurs. Et ensuite, en organisant ensemble un dispositif capable d'accompagner les besoins en évolution de tous les Dunkerquois, c'est-à-dire un dispositif territorial et pas un dispositif sectoriel, permettant des passerelles d'un secteur d'activité à un autre. Alors on a entendu à ce propos beaucoup de noms techniques au cours de nos réunions. On a parlé de GPECT par exemple, je ne sais pas si ça vous parle, donc c'est la gestion des emplois, gestion prévisionnelle des emplois, des carrières territoriales, des compétences territoriales, la GTEC, gestion territoriale des emplois et des compétences, ou encore on a entendu parler d'ergonomie organisationnelle à l'échelle du territoire, ou enfin de privilégier un raisonnement en écosystème. Dans son cahier d'acteur aussi, la mairie de Gravelines écrit à ce sujet qu'elle souhaiterait une mission qui associerait les élus locaux concernés par ces décisions, qui serait mise en place sous l'autorité du sous-préfet de Dunkerque. Pas de débat particulier. Je vais conclure. Pas de débat particulier. Poursuivons. Ce qui nous amène, pour conclure, à évoquer d'une manière beaucoup plus large une volonté forte de ces professionnels, de ces militants et aussi de ces élus qui ont été rencontrés au cours de ces débats, de participer au projet. Comment faire pour en être? C'est la dernière phrase que j'avais choisi de vous faire part. Comment faire pour en être? L'avait demandé donc Marcel Croquefer, un militant de la CGT, lors du focus group syndicat. Cette phrase nous paraît très emblématique de cette volonté d'agir du territoire. Merci Barbara. On poursuit les comptes rendus. Vous voyez que les choses ont été approfondies, contrastées, coopératives, positives, en même temps critiques. Bonjour Monsieur Dames. Isabelle Arel-Dutirou. Alors moi je vais vous parler de l'acheminement des containers. L'acheminement des containers a donné lieu, cette problématique a donné lieu à deux types de réactions de la part des participants au débat. Tout d'abord, des interrogations sur le développement du report multimodal, puis des inquiétudes très nettes quant au développement du trafic des poids lourds. S'agissant tout d'abord des interrogations relatives au développement du report multimodal, le projet CAP 2020 a pour ambition, nous le savons, d'accroître la part des transports de containers par le rail et par la voie fluviale, en tirant tout particulièrement parti des atouts du port,
qui en font déjà le premier port multimodal de France. Cet objectif, incontestablement, ne rencontre que des soutiens, mais il suscite néanmoins des interrogations. Tous s'accordent à dire, tous, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse des habitants ou des professionnels, s'accordent sur la nécessité d'approfondir la réflexion autour de la multimodalité. S'agissant tout d'abord du report modal sur le rail et du fret ferroviaire, il nous est apparu que la capacité de SNCF Réseau à traiter un trafic supplémentaire a été fortement questionnée par tous les participants au débat. Certains d'entre eux ont exprimé la crainte que le projet suppose notamment des investissements trop lourds, ou très lourds en tout cas, que le SNCF Réseau ne serait pas susceptible de poursuivre, ou en tout cas qui ne soit pas d'ores et déjà pris en compte par le projet. Le maître d'ouvrage indique que le port traite actuellement 12 millions de tonnes, tandis que la capacité de la gare de Tri de Grand-Sainte serait de 20 millions de tonnes. Le port disposerait par ailleurs d'un réseau ferroviaire avec une double voie électrifiée qui lui permettrait d'aller vers l'est, qui a été mise en état et améliorée de façon constante depuis 2011. Des travaux, nous a-t-on dit, seraient également en cours sur la plateforme de Dourges pour permettre, par des lions ferroviaires régulières, que l'on appelle les navettes, de distribuer les marchandises à travers toute la France et voire même l'Europe. Actuellement, sur le trafic conteneurisé, le port opère 3 trains par semaine et, d'après ce qui nous a été dit, demain et peut-être même en 2035, c'est 54 navettes que le port souhaiterait opérer par semaine. Plusieurs intervenants, néanmoins, ça nous a été dit notamment lors des focus group, parmi lesquels des industriels, considèrent qu'il est essentiel d'envisager une remise à niveau des infrastructures et qu'il ne serait pas raisonnable de développer le trafic conteneur s'il n'y a pas d'infrastructures ferroviaires qui suivent et de stockage intermédiaire. Et des doutes, là, incontestablement, sont émis sur l'état des infrastructures actuelles, sur les équipements. A été évoquée la question du poste d'aiguillage d'Hasbrook, tout particulièrement, et sur la possibilité également de trouver des personnels qualifiés pour conduire les trains. Il est fait référence ici, notamment, à une citation d'un représentant syndical sur cette problématique. Le maître d'ouvrage nous a indiqué que 50 millions ont d'ores et déjà été investis depuis 2009 pour remettre en état le réseau ferré du port et que celui-ci, s'agissant de la question des personnels, disposerait de 11 entreprises qui opèrent d'ores et déjà sur le port de Dunkerque. Sur l'assurance des capacités de report qui véritablement interpelle les citoyens, le maître d'ouvrage a rappelé que le réseau SNCF a affirmé qu'il n'y avait pas de problème de capacité et que les études qui ont d'ores et déjà été menées concluent que le réseau permet d'absorber bien au-delà du trafic de Cap 2020. Le maître d'ouvrage nous a indiqué que l'une des difficultés, selon lui, résidait plutôt dans les aides à la multimodalité qui étaient accordées par les voisins belges et celles-ci qui créent des distorsions de concurrence, avec nos ports français. S'agissant maintenant du report modal sur les voies fluviales, là aussi, comme pour le report par fret, beaucoup de participants se sont interrogés sur les capacités réelles des réseaux à absorber le nombre supplémentaire de conteneurs qui résulterait de la mise en œuvre du projet de Cap 2020. Pourquoi ? Cela serait dû à leurs caractéristiques, à leur état. Ont été évoquées notamment la question du gabarit des voies, des horaires d'ouverture et les dimensions des écluses, ou le tirant d'eau des ponts. Et certains se sont également demandé dans quelle mesure le projet qui est actuellement présenté est dépendant d'autres réalisations, et notamment la réalisation du canal Seine-Nord-Europe et d'une liaison fluviale directe qui ferait actuellement défaut entre le bassin atlantique et le réseau de VNF. Selon les Voies navigables de France, VNF, les capacités de report fluvial seraient largement suffisantes pour traiter le trafic conteneur généré par le projet, puisqu'elle serait actuellement de 12 millions de tonnes, excusez-moi, elle serait de 12 millions de tonnes, ces capacités, alors que le transport de containers par voie fluviale représente actuellement seulement 3 millions de tonnes. Donc la marge de manœuvre serait encore très importante. S'agissant de la problématique du canal Seine-Nord-Europe,
Le maître d'ouvrage nous a précisé que le projet du port n'est pas assis sur le canal, mais qu'évidemment, il en tirerait le plus grand bénéfice. Je tiens à préciser que le président de la commission transport au Conseil régional des Hauts-de-France a souligné la cohérence qui existait entre le projet CAP 2020 et celui du canal Seine-Nord-Europe. Ce projet qui est soutenu par la région et dont il se dit certain qu'il va être mis en œuvre. En ce qui concerne le canal de liaison directe entre le bassin atlantique et le réseau de VNF, le maître d'ouvrage a indiqué que cette réalisation n'était pas à l'ordre du jour en raison de son coût élevé, mais qu'elle n'était pas indispensable à la réalisation du projet. J'en terminerai par le second constat que nous avons fait par rapport à cette problématique de l'acheminement des containers, qui est la très forte inquiétude. Je crois qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus, lié à l'augmentation du trafic des poids lourds. Le maître d'ouvrage nous a indiqué que même avec la priorité qu'il va essayer d'accorder au transport par voie ferrée ou fluviale, le projet CAP 2020, incontestablement, malheureusement, va générer une augmentation du trafic des poids lourds. Il estime qu'à l'horizon 2035, le nombre de poids lourds transportant des conteneurs sera accru de 1100 par jour et par sens par rapport à la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire 300 de plus qui seront imputables à la réalisation en cours de l'allongement du Clay de Flandre et 800 au terme du projet CAP 2020. Une fois celui-ci réalisé dans sa totalité, le projet lui-même contribuerait à hauteur de 2% de l'accroissement du trafic poids lourd prévu. À en juger par les réactions qui se sont exprimées, cette perspective suscite une très grande inquiétude. C'est vraiment ce qui a été constaté, notamment auprès des débats mobiles, parce qu'il y a eu les focus group, il y a eu les réunions d'experts, mais il y a eu tous ces débats mobiles. Et le sujet de l'augmentation du trafic routier a été véritablement l'une des préoccupations majeures de nos concitoyens. Essentiellement pour des raisons non seulement de confort du quotidien, mais aussi pour des préoccupations de santé publique. Le Dunkerquois est, semble-t-il, déjà marqué par cette problématique de santé publique, avec un environnement industriel très fort, avec des problématiques d'infection de longue durée qui sont quand même réelles. Donc il y a là une inquiétude qu'il faut entendre. Et le débat a fait ressortir ici l'écart important qui existe entre les assurances qui sont données par les services gestionnaires du réseau routier d'une part et le constat des usagers de ce réseau d'autre part. D'un côté, au vu des comptages qu'ils effectuent, les représentants des services gestionnaires du réseau routier, l'ADREAL, la Direction interdépartementale des routes, considèrent que le degré de saturation des voies routières, et tout particulièrement de l'autoroute A16, reste acceptable. Il nous a été dit, cet axe n'est pas saturé, mais congestionné. Le maître d'ouvrage, face à cela, fait valoir qu'il espère une meilleure fluidité grâce à une régulation du trafic et que justement le projet, en permettant la massification du transport, lui permettra d'avoir un levier sur les transporteurs pour permettre un étalement du trafic sur tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24. Et donc ainsi de faire rouler les poids lourds, non pas aux heures surchargées par le trafic d'ores et déjà existant, mais de les faire rouler aux heures creuses. À l'inverse, ceux qui se sont exprimés au cours des débats ont été nombreux à souligner que les infrastructures routières sont saturées. Elles le sont déjà pour eux aujourd'hui. En tout cas, elles sont perçues comme telles. Elles sont perçues comme encombrées par les poids lourds et dangereuses. A été également évoquée la question de la sécurité. Les routes nationales et départementales, telles que la route départementale 106, sont également très fréquentées, notamment aux heures de pointe. Et donc les citoyens, les habitants ne voient pas comment 1100 poids lourds supplémentaires par jour et par sens pourront être absorbés par le réseau routier et par l'augmentation du trafic annoncé, notamment la nuit. L'acuité, vous le voyez, de cette controverse a conduit la Commission à consacrer un atelier spécifique à ce problème, car nous avons bien eu conscience qu'il s'agissait là d'un point majeur de préoccupation. Il en est ressorti que l'encombrement du réseau routier
est liée tout d'abord à des déplacements quotidiens. C'est une problématique d'ores et déjà existante. Les Dunkerquois, manifestement, prennent beaucoup la voiture pour aller de chez eux à leur travail. Il y a là une véritable difficulté. Et puis, il y a aussi le souci, peut-être au-delà du projet, d'envisager des solutions ad hoc, un traitement ad hoc du problème routier, au-delà même du projet CAP 21. Et tout cela a conduit les différents responsables à s'accorder sur la nécessité de travailler ensemble et de mettre à profit le délai, justement, qui va, si le projet se poursuit, être requis par la nécessité de mise en œuvre de ce projet pour trouver des solutions et répondre aux inquiétudes. Des études vont devoir être diligentées afin de mesurer l'impact du projet et de prendre en compte notamment des évolutions qui nous ont été évoquées dans l'offre de transport grâce à la mise en disposition de bus à haut niveau de service, également à essayer de faire changer les comportements des gens en développant le covoiturage et aussi, ça a été évoqué, à chercher des améliorations au réseau routier actuel, avec notamment la proposition d'une nouvelle voie routière, avec séparation des trafics que le Grand Port envisage de réaliser à la faveur du détournement de la route départementale 601. La question de l'acheminement des conteneurs s'est révélée être véritablement une préoccupation qui a bien montré que le projet du port de Dunkerque va bien au-delà d'un problème de port, que c'est véritablement une région qui est impactée, une région dans son quotidien et dans sa vie, dans ses déplacements hebdomadaires. Voilà, donc c'est une question très importante. Merci. Je demande à mes collègues de tenir les temps qui étaient prévus de façon à ce qu'on puisse assez rapidement directement passer à la cartographie des acteurs et au résultat du questionnaire. On va raccourcir un petit peu le temps parce qu'on a besoin de temps pour le débat. Bonsoir, pas de chance, ça tombe sur moi. Oui. Environnement et qualité de vie, donc je commencerai par une remarque liminaire. On en est, comme cela a été dit, au stade de l'opportunité. Donc il est normal que le port, dans ses arguments en matière d'environnement, plus que dans d'autres domaines, ait des difficultés à évaluer les impacts et les moyens d'y remédier. Beaucoup d'intervenants associatifs dans le domaine de l'environnement, d'ailleurs, ont critiqué par ailleurs la mondialisation du commerce international et sont restés sceptiques sur le report modal. J'en viens à l'explication maintenant de la photographie. N'y voyez pas de ma part une suggestion pour dire que c'est l'état de référence du clipon, c'est celui de la dune il y a 125 ans, mais c'est simplement parce qu'il y a des gens autour de cette dune ou sur cette dune. Et finalement, vous avez ici dans le Dunkerquois des personnes qui peuvent, au-delà du monde associatif, dire un certain nombre de choses. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs sur la diapositive suivante avec François. Diapositive suivante, avec François, donc peu amène au début pour le port, mais qui lui reconnaît quand même des qualités. Donc en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, c'est un point très peu abordé pendant le débat. On doit quand même noter deux cahiers d'acteurs. Celui de Virage Énergie qui dit attention, ne doivent pas être seulement prises en compte les émissions du gaz à effet de serre dues à l'action du seul grand port maritime et de l'effet sur les transports en provenance des ports belges, mais le calcul de l'empreinte carbone serait beaucoup plus pertinent. Deuxième point, en ce qui concerne le GNL, une autre association, finalement, demande au port d'une certaine façon une vérification. Attention, les méthodes de production, distribution du GNL peuvent laisser passer des fuites de méthane qui, en termes de gaz à effet de serre, est beaucoup plus polluant. Ensuite, la qualité de l'air. La qualité de l'air dans le Dunkerquois, c'est avant tout les activités industrielles ou portuaires. Mais ça ne veut pas dire que les transports ne sont pas concernés. Et ça se traduit d'ailleurs par des dépassements des normes de qualité de l'air. Alors le port dit, à la fois en répondant aux questions et dans son dossier, l'activité de manutention à quai des conteneurs n'est pas en soi génératrice de pollution de l'air. Celle-ci serait liée principalement à l'augmentation des trafics routiers et maritimes. Il s'engage aussi dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable à avoir des actions en matière de qualité de l'air. Et puis il fait partie d'Atmo de France maintenant.
Mais on a vu donc que les transports de camions allaient s'accroître, et puis certains contestent le fait que l'activité maritime soit une activité non polluante, du moins quand c'est avec du fuel. Les gros cargos polluent comme pas mal de voitures. Ça a été dit d'ailleurs par un habitant de Gravelines à la réunion de Dunkerque. Et puis, donc, impact sanitaire de la pollution de l'air. Alors, une forte demande d'élus, de particuliers, d'associations pour qu'il y ait une étude de suivi en matière de santé et de particules fines. Ça ne relève pas du port, ça ne relève pas d'Atmo Hauts-de-France, c'est plus l'Agence régionale de la santé, mais c'est une demande forte. Nuisances sonores. Donc là, on a Eliane qui craint finalement de passer du boum-boum au vroom-vroom, c'est-à-dire que le port a répondu en ce qui concernait le battage des pieux, mais elle craint quand même pour l'avenir avec les transports de camions et le déchargement des bateaux. Finalement, on s'aperçoit qu'un argument du port en faveur de la meilleure diffusion des camions et pour éviter les encombrements, donc 24 heures sur 24, qui apparaît comme un avantage sur ce point-là, fait craindre aux personnes du trafic nocturne et donc des bruits plus importants. Même chose pour la pollution lumineuse, des grosses craintes avec de l'inconfort, éventuellement des problèmes de santé et puis éventuellement des effets sur la faune, la vie-faune. En matière de biodiversité, donc, ce sont surtout ce sont surtout des associations qui interviennent, enfin, ce qui n'empêche pas Odile de se préoccuper des petites bestioles qui envahissent son jardin. Et ces associations, en fait, constatent deux choses. D'abord, elles reconnaissent que le schéma directeur des espaces naturels est quelque chose d'intéressant, mais elles disent aussi, et elles confirment ce que dit le port en matière de choix entre Atlantique et Baltique, sans forcément approuver la réalisation de Cap 2020, elle considère quand même que Atlantique a des effets moins dévastateurs en termes de biodiversité que Baltique. Alors leur principale critique porte sur certains effets qui seraient donc sous-estimés, des risques d'incohérence avec des mesures d'évitement, réduction, compensation des projets antérieurs, un risque d'éparpillement des mesures qui rend délicat l'effectivité de la chose. Elles sont parfois en désaccord. Il y a parfois des désaccords sur les mesures d'évitement, réduction, compensation. La Chambre d'agriculture veut absolument que ça se passe dans l'enceinte portuaire, alors que certaines associations verraient bien aussi que ça puisse se faire en dehors de la circonscription portuaire. Et puis chasse ou pas chasse, donc bien évidemment certains veulent continuer à chasser, alors que d'autres disent qu'au moins sur les mesures compensatoires, la chasse devrait être interdite. En tous les cas, là aussi, il y a une demande d'association dans le futur à l'élaboration des mesures d'évitement, réduction, compensation. Sur l'eau, pas grand-chose, simplement une maîtrise de la salinité. Est-ce qu'il n'y aura pas une remontée du biseau salé? Des craintes aussi sur l'effectivité de la lutte contre les submersions marines. Dernier point, alors oui, au niveau de l'eau, il n'y a pas eu d'intervention des pêcheurs. Peut-être, alors qu'on les avait sollicités dans nos contacts préalables, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir leur avis. En termes de sécurité, donc ce que j'appelle d'abord les micro-dangers, c'est-à-dire que les conteneurs qui transportent des matières dangereuses, donc il y a un certain nombre de craintes de la population. Même chose en ce qui concerne ce que j'appelle peut-être improprement les macro-dangers, c'est-à-dire la circulation des matières dangereuses à proximité d'établissements Céveso ou du terminal méthanier. Et puis enfin, pour répondre à François, qui se demande s'il pourra continuer à se promener sans croiser de camion, il y a vraiment un réel problème là en ce qui concerne les camions, aussi bien sur leur circulation que le stationnement. C'est considéré qu'un accroissement significatif du nombre de camions serait considéré comme quelque chose, accroissement des dangers. Donc en conclusion, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, tout à fait en introduction, pour
l'attente finalement des personnes, qu'il s'agisse des associations ou des individus lambda. Le port doit être vigilant à les associer de façon continue parce qu'elles ont quelque chose à dire. Et si le port réalise son projet, elles ont un enrichissement du projet à proposer. Merci. Merci Jérôme. Marie-Claire Eustache intervient sur le dernier sujet qui nous est apparu important à partir des informations recueillies lors du débat, qui sont les questions d'espace d'une façon générale. Bonsoir à tous. Bon, je suis la dernière à parler avant de vous laisser la parole, donc j'essaierai de tenir le temps imparti. Donc nous sommes effectivement dans les deux versions du projet CAP 2020, dans une intensification du développement des activités dans la partie ouest du port. Donc en cela, on s'inscrit dans la continuité de ce glissement historique et géographique qui s'est accentué dans les années 70 avec le creusement du nouveau bassin atlantique entre Laune-Plage et Gravelines, puis des terminaux conteneurs et minéraliers et plus récemment du terminal méthanier. Côté Est, en revanche, l'activité est aujourd'hui moins visible pour les habitants et qui se saisissent de l'occasion de ce débat pour regretter la cité qui autrefois vivait davantage au rythme des activités portuaires. Et pour reconstruire ce lien entre la ville et le port, la communauté urbaine de Dunkerque a lancé en 1989 le projet Neptune, qui visait à regagner à l'est les espaces laissés en friche suite à la crise économique des années 80 et à la fermeture des chantiers navals. Et on peut le voir maintenant, deux signaux architecturaux forts que sont le Fonds régional d'art contemporain, le FRAC, dans le quartier du Grand Large, mais également la Halle au sucre qui fait face au quartier de la Citadelle. En fait, ce qui ressort du débat, c'est que ce vaste projet portuaire apparaît pour beaucoup rompre l'équilibre qui a prévalu jusqu'à présent, avec une cohabitation des usages, biodiversité, circulation, loisirs, qui certes avait évolué à travers le temps, mais restait maîtrisable. Le projet, par ses dimensions, apparaît créer une incertitude forte. Dans un vaste domaine portuaire, dont près de la moitié du territoire n'est pas encore directement utilisé par les activités portuaires, ce compromis a permis une acceptation des risques, des contraintes liées aux restrictions par rapport à l'accès au littoral, à la pratique des différentes activités, à un nécessaire maintien de l'agriculture, à une certaine qualité de la biodiversité, même anthropisée. L'emploi, la vitalité du territoire était un objectif premier et accepté par tous les acteurs et les habitants. Il est paraît seulement nécessaire aux participants de repenser à ce compromis pour accepter le développement portuaire à une échelle plus vaste. Repenser les compromis, c'est accepter le développement à des échelles qui dépassent l'enceinte portuaire. Quelles échelles pour les compensations et les différentes pratiques? Quelle soutenabilité du projet, notamment dans le doublement du bassin atlantique pour Gravelines ou Laune-Plage, dont le cadre de vie va nécessairement être profondément modifié, l'activité portuaire se rapprochant grandement des lieux de vie et de la population. Quelle intégration portuaire, paysagère, quelle couture urbaine à mettre en place? Le projet CAP 2020 remet ainsi sur le métier la relation physique et symbolique entre le port et la ville. Le Grand Port s'y dit sensible et envisage notamment de créer un port center pour mieux faire connaître le port, ses activités, ses métiers, son patrimoine et nouer ainsi une relation plus étroite avec les habitants. Le CAP 2020 offre ainsi du même coup de réelles opportunités pour le dialogue à initier. C'est en quelque sorte un nouveau contrat de territoire qu'il se met en place. Cet avenir étant pensé en relation étroite avec le territoire, et c'est une nécessité qui est partagée par l'ensemble des places portuaires. Et c'est ainsi que le réseau, l'AIVP, donc l'Association internationale des villes portuaires, peut se révéler un appui précieux permettant des échanges et des expériences. Il est aussi question de la durabilité du développement, durabilité socio-économique bien sûr, mais également durabilité urbaine et environnementale, avec la notion de renouvellement urbain, de renouvellement des usages et des espaces. Et tous les acteurs du territoire, les CIVOM, la CUD, la commune de Gravelines et d'autres, se mobilisent et souhaitent réfléchir ensemble à ce développement du territoire, appelant sans attendre une réflexion
au niveau du SCOT, des PLUI, en indiquant des points de vigilance à traiter quant au déplacement, à l'intégration paysagère, à la réduction des risques, le maintien réfléchi et partagé des usages, notamment agricoles et de loisirs et de biodiversité, des liens et coutures avec le territoire extraportuaire. Il ressort également un souhait fort d'une concertation qui soit partagée, non seulement entre les acteurs du territoire, mais également avec les citoyens. Et je terminerai par un extrait du cahier d'acteurs du Parti socialiste. L'élan dynamique qui sera amorcé par CAP 2020 ne doit pas s'arrêter au simple projet de bassin portuaire. Il doit devenir un véritable projet de territoire, un projet partagé par tous les acteurs, accepté et porté par tous les habitants. Merci.